Si vous pensez que les crimes de la famille Malfoy ont commencé avec Lucius en tant que mange-mort, vous pouvez vous asseoir, parce que leur casier judiciaire est bien plus chargé que vous ne l'imaginez. Salut les sorciers, ça va? Le nom Malfoy vient de l'ancien français et signifie mauvaise foi, un sens tout à fait approprié pour une famille comme la leur. L'origine du nom est importante pour comprendre aussi l'origine de la famille, parce que les Malfoy n'ont pas toujours été établis en Grande-Bretagne. Le premier membre de la famille Malfoy qui a donné naissance à la lignée vivant à Wiltshire, en Angleterre, était Armand Malfoy. Comme beaucoup d'ancêtres de familles nobles anglaises, Armand est arrivé en Grande-Bretagne en faisant partie de l'armée de Guillaume le Conquérant. Guillaume Ier était duc de Normandie, et après de longues batailles pour établir sa domination sur la région française, lui et son armée ont envahi l'Angleterre, où son cousin Édouard le Confesseur était roi. Sur son lit de mort, Édouard a nommé une autre personne comme successeur, Harold II. Ce qui n'a pas du tout satisfait Guillaume, car il était l'un des principaux candidats au trône. Guillaume Ier a soutenu que le roi défunt lui avait auparavant promis le trône et que Harold avait juré de soutenir sa revendication. Cependant, cela ne s'est pas produit. Alors Guillaume et sa grande flotte ont envahi l'Angleterre, ont vaincu et tué Harold à la bataille de Hastings. Et peut-être vous demandez-vous, mais quel rapport les conflits et les invasions des Moldus ont-ils avec la famille Malfoy, qui méprisait les Moldus et ne s'associait jamais à eux? Les Malfoy ont toujours eu la réputation, suggérée par leur nom peu flatteur, d'être une bande sournoise, et qu'ils étaient toujours à la recherche de pouvoir et de richesse, où qu'ils puissent en les trouver, que ce soit parmi les sorciers ou les Moldus. Armand Malfoy, en tant que membre de l'armée d'invasion, rendait des services obscurs et inconnus au roi Guillaume Ier. Si le roi Moldu savait qu'il était un sorcier, cela reste un mystère. Mais ces services spéciaux, obscurs, étaient certainement criminels. Et cela valut à Armand Malfoy de nombreuses récompenses, comme par exemple les terres locales confisquées où fut construite le manoir Malfoy, qui abrite des générations et des générations de la famille, depuis près de 10 siècles. Donc ici, avec le premier membre de la famille Malfoy qui a donné naissance à la lignée en Angleterre, nous avons déjà de grands indices qu'il a commis divers crimes au service du roi. Accaparement de terres, assassinat, Dieu sait ce que ce type a encore fait au nom du roi. Et ensuite, nous arrivons au XIVe siècle, où le monde a failli être dévasté par la peste noire. Une maladie qui a tué environ 40% de la population mondiale, c'est énorme. Et peut-être que tu te demandes, ce n'est pas possible que ce soit Malfoy qui ait causé la peste noire. Non, ce n'était pas lui. Mais Nicolas Malfoy a beaucoup profité de cette pandémie. Il assassinait des Moldus qui vivaient dans les environs du manoir Malfoy et annexait ces terres au domaine de la famille. Et ces meurtres étaient maquillés pour faire croire que ces personnes avaient la peste noire. Nicolas Malfoy n'a jamais été puni. Il a échappé à la censure du Conseil des sorciers, prédécesseur du ministère de la magie, et n'a jamais payé pour ses actes. Alors tu peux ajouter à son dossier meurtre et intrusion sur des propriétés. Bien que la famille Malfoy défendait les valeurs du sang pur et croyait indéniablement de façon authentique que les sorciers étaient assez supérieurs aux Moldus. Les Malfoy n'ont jamais cessé de flatter la communauté non magique quand cela leur était utile. Ainsi, ils comptent parmi les familles de sorciers les plus riches de Grande-Bretagne. Et depuis de nombreuses années, des rumeurs circulent selon lesquelles, au fil des siècles, la famille a réussi à faire commerce de la monnaie et des biens des Moldus. Au fil de centaines d'années, ils ont réussi à étendre leur domaine dans les terres du Wiltshire, en annexant les terrains des Moldus voisins. Et la faveur qu'ils ont obtenue auprès de la royauté leur a apporté des trésors tels que des œuvres d'art moldus et une collection toujours croissante. Historiquement, les Malfoy faisaient une distinction nette parmi les Moldus, entre les pauvres et les riches et puissants. Avec les pauvres, ils ne se mêlaient pas. Mais si les Moldus avaient de l'argent, du pouvoir et faisaient partie de la haute société, alors ils n'avaient aucun problème à fréquenter ces gens-là. Donc, jusqu'à l'imposition du Code international du secret magique, qui a eu lieu en 1962, la famille Malfoy était active dans les cercles moldus de la société. Et cette opposition fervente au Code international du secret magique était justement due au fait qu'ils devraient se retirer de cette agréable sphère de la vie sociale. D'ailleurs, cette relation des Malfoy avec les Moldus ne se limitait pas seulement aux affaires, parce qu'il existe de nombreuses preuves que le premier Lucius Malfoy, qui a vécu au XVIe siècle, était un prétendant malheureux, bien sûr, à la main de la reine Élisabeth I qui l'a rejeté.
Élisabeth Hire ne s'est jamais mariée. D'ailleurs, elle est devenue connue sous le nom de la Reine Vierge. Et selon certains historiens sorciers, elle ne s'est jamais mariée parce que lorsque Lucius Malfoy Ier a été rejeté par elle, il a lancé une malédiction, la poussant à refuser toutes les demandes en mariage qui ont suivi. Encore un crime pour les Malfoy, maudire des moldus est illégal. Dès que le Code international du secret magique a été promulgué et que les sorciers ont commencé à vivre cachés, les Malfoy ont immédiatement coupé tout lien avec les moldus, aussi nobles et riches soient-ils. Et ils ont compris que toute opposition au Code international du secret magique ne ferait que les éloigner du nouveau centre de pouvoir du monde des sorciers, qui était le tout nouveau ministère de la magie. Ils sont soudainement devenus aussi favorables au statut que tous ceux qui l'avaient soutenu depuis le début. Et ils ont évidemment commencé à nier avoir eu le moindre contact avec des moldus, que ce soit par affaires, mariage ou toute autre forme de relation. Comme les Malfoy étaient très riches, ils avaient beaucoup d'argent, cette richesse leur a assuré une certaine influence au sein du ministère de la magie qui, il faut le dire, était déjà problématique dès sa création. Donc pendant des générations, l'argent des Malfoy a influencé certaines choses au sein du ministère. Bien qu'aucun Malfoy n'ait jamais aspiré à devenir ministre de la magie, car ils agissaient toujours dans les coulisses. On dit souvent que vous ne trouverez jamais aucun des Malfoy sur la scène du crime, même si leurs empreintes digitales peuvent être retrouvées partout, sur la baguette coupable. Ils étaient financièrement indépendants, n'avaient pas besoin de travailler pour vivre et en général préféraient ce rôle de pouvoir dans les coulisses, satisfaits de laisser les autres faire le sale boulot et assumer la responsabilité en cas d'échec si jamais cela arrivait. Les Malfoy aidaient à financer les campagnes de beaucoup de leurs candidats préférés, c'est-à-dire ceux qui défendaient leurs intérêts particuliers. Cela comprenait le paiement de services douteux, comme jeter des malédictions sur l'opposition. Le dossier s'allonge, ajoute coercition et corruption active. Au XVIIIe siècle, l'influence de la famille Malfoy se renforçait de plus en plus dans les coulisses du ministère de la magie. Et on était en 1789, et le ministre élu était Unctuos Osber, et il a exercé son mandat 2 fois. Mais il n'était qu'une marionnette d'un sorcier appelé Septimus Malfoy. C'était lui, en effet, le véritable chef des affaires là-bas. Et Osber gouvernait entièrement selon les intérêts de Septimus. Évidemment, le mandat d'Osber a été entièrement consacré à favoriser les familles de sang pur. Bien que manipuler un dirigeant pour servir ses propres intérêts ne soit pas vraiment un crime, tant que cela n'implique pas de corruption ou quoi que ce soit de ce genre, c'est tout de même assez immoral. D'autant plus lorsque ces intérêts nuisent à une partie de la population qui est complètement vulnérable. Et cela, si l'on écarte la possibilité qu'Osber soit sous l'effet du sortilège de l'Imperium. Parce que nous ne savons pas si cela s'est produit, mais venant des Malfoy, je pense qu'on ne peut pas en douter. La famille Malfoy profitait d'un système corrompu. Ils ont toujours été là où ils pouvaient exercer le plus de pouvoir. Et comme les choses ne se passaient pas comme ils le voulaient, ils trouvaient simplement un moyen d'acheter, de contourner, de manipuler. Et cela s'est reproduit en 1962, lorsque, pour la première fois depuis la création du ministère de la Magie, un émoldu a pris le poste de ministre de la Magie. Regarde ça! Regarde comme cette affaire nous montre que le monde des sorciers a des problèmes très similaires à ceux que les moldus rencontrent, n'est-ce pas, quand il s'agit de préjugés et d'inégalités. Parce que le ministère de la Magie a été établi dans les années 1700, juste après le Code international du secret magique, en 1692, et ce n'est qu'en 1962 qu'un ministre de la Magie né moldu a été élu. Cela a provoqué un tumulte, car plusieurs membres de le Magen Magot ont démissionné en signe de protestation, jugeant inadmissible qu'un émoldu occupe le poste le plus élevé dans le monde des sorciers. Pas le poste le plus élevé, car la Confédération internationale des sorciers est au-dessus du ministère de la Magie, mais c'est celui du gouvernement local. Pur préjugé, bien sûr. Le problème, c'est que la situation ne s'est pas limitée aux démissions des membres de la Cour suprême. Par une intrigue obscure, ils ont poussé Noblich à quitter son poste, écarté pour une maladie mystérieuse. Et je te donne une choco-grenouille si tu devines qui était derrière tout ça. Abraxas Malfoy, le père de Lucius et le grand-père de Drago. Bien qu'aucune preuve n'ait jamais été trouvée contre lui, évidemment parce que c'était une famille protégée à bien des égards, il a participé à ce complot pour renverser le ministre de la Magie élu. Note ça dans le dossier. Coup d'État contre un dirigeant élu par le peuple. Dans les années 1960, alors que la première guerre des sorciers commençait à peine, le fils d'Abraxas Malfoy a évidemment honoré l'histoire de la famille en devenant mange-mort et en suivant Voldemort.
Pendant la Première Guerre, Lucius Malfoy a été un serviteur précieux pour Voldemort. Et pendant toute la période de terreur de Voldemort, qui a duré environ 2 décennies, Lucius Malfoy a torturé, tué, enlevé, fait du chantage. Mais lorsque Voldemort est tombé, il a prétendu être sous l'effet du sortilège de l'Imperium, et il a évidemment été innocenté de toutes les accusations des crimes qu'il avait commis. Comme le disait Cornelius Fudge, une famille très importante, les Malfoy, des dons généreux pour des causes importantes du ministère. Pendant la période où Voldemort était en exil, Lucius Malfoy est resté là, tranquille, menant sa vie confortable et riche, tout en continuant évidemment à défendre tous les préjugés et absurdités qu'il soutenait. Et il façonnait évidemment son fils pour qu'il soit aussi mauvais, voire pire que lui. Alors en 1992, Lucius Malfoy se voit obligé de se débarrasser de certains objets qui pourraient lui causer un certain embarras chez lui. Parce que le ministère de la Magie menait des perquisitions après des indices que Voldemort avait infiltré Poudlard par l'intermédiaire de Quirrell. Et donc, tous ceux qui avaient eu un lien avec Voldemort dans le passé étaient de nouveau sous enquête. Lucius Malfoy cache le journal de Tom Jedusor parmi les affaires de Ginny Weasley dans l'espoir d'obtenir 3 choses: se débarrasser de l'objet qui pourrait lui causer de l'embarras en utilisant une petite fille innocente. Essayer de faire en sorte que la chambre des secrets soit de nouveau ouverte, que des Némoldus soient tués et d'incriminer quelqu'un. La fille d'Arthur Weasley, lui qui était un fervent défenseur des droits des Moldus, et avait même créé de nouvelles lois pour les protéger. Donc de cette façon, il ferait d'une pierre 3 coups. Parce qu'imaginez le scandale si l'on découvrait que la fille du type même qui faisait des lois de protection contre les Moldus était responsable de l'attaque contre les Némoldus. Bref, une partie du plan de Lucius Malfoy a fonctionné. Il a vraiment réussi à placer le journal là. Ginny l'a emmené à l'école, la chambre des secrets a été rouverte, mais aucun élève né moldu n'a été tué. Et pour aggraver les choses, Lucius Malfoy était encore membre du Conseil de Poudlard. Le Conseil de Poudlard est responsable de la prise de décisions importantes pour l'école. Par exemple, c'est eux qui décident qui sera le directeur, ou qui cessera de l'être. Ils sont entre Poudlard et le ministère de la Magie, ils sont au-dessus du directeur et rendent compte au ministère. Et Lucius Malfoy faisait partie de ce groupe de 12 conseillers, où il a menacé les 11 autres membres du conseil pour qu'ils signent l'éviction de Dumbledore de Poudlard, à cause des attaques qui avaient lieu à Poudlard. Autrement dit, quelque chose qu'il avait lui-même provoqué. Bref, le journal a été détruit, les plans de Lucius Malfoy ont été déjoués, mais il n'y avait aucun moyen de prouver qu'il était derrière tout ça. S'ils n'ont pas pu le condamner pendant la Première Guerre avec toutes les preuves, arrêté puis acquitté, comment pourraient-ils prouver quoi que ce soit aujourd'hui alors que le journal, qui était la principale preuve, a été détruit? Bref, une partie du problème a été résolue. Dumbledore reprend son poste, et une fois de plus, les Malfoy échappent à la culpabilité. Lors de la Coupe du Monde de Quidditch de 1994, Lucius Malfoy et ses compagnons Mange-Morts ont trouvé le moment parfait pour commettre un attentat. Et sur le site du camping de la Coupe, ils ont tout simplement soulevé la famille de Moldus, qui possédait le terrain, par les chevilles et les ont lancés en l'air. Cela a été un grand choc pour la communauté magique de Grande-Bretagne, car bien qu'il y ait eu des indices de Voldemort essayant de revenir 3 ans plus tôt, les Mange-Morts ne s'étaient pas manifestés. Ils n'avaient plus été actifs depuis 1981, donc cela a eu un grand impact dans les médias. Mais bien sûr, aucun coupable n'a été attrapé. Lorsque Voldemort revient enfin, en juin 1995, Lucius Malfoy se rend immédiatement auprès de son maître, lorsqu'il sent la marque des ténèbres brûler, et il reprend alors son poste privilégié de premier lieutenant de Voldemort. Lucius poursuit ses services pour Lord Voldemort, dont la malédiction de maudire Broderick Bode, un langue de plomb du département des mystères, pour qu'il tente de récupérer la prophétie. Mais Broderick Bode a été gravement touché par la protection de la prophétie, qui empêche quiconque de la prendre à part la personne à laquelle elle se réfère, et cela lui a fait perdre la mémoire et l'a conduit à être hospitalisé à Sainte-Mangouste. Lorsque Broderick Bode commençait à retrouver la mémoire et aurait pu révéler qui l'avait maudit, Lucius Malfoy a fait disparaître les preuves en assassinant le sorcier et en envoyant cela anonymement. Filet du diable pour lui, déguisé en plante ordinaire, là, offert en cadeau, en souhaitant un bon rétablissement. Ainsi, le sorcier a été étranglé par la plante, lorsque personne ne regardait. La même année, Lucius Malfoy a mené l'invasion du ministère de la Magie dans le but d'obtenir la prophétie. Là, au moyen d'un piège, Harry Potter a été attiré vers le département des mystères. Et une bataille entre l'armée de Dumbledore et les Mange-Morts a eu lieu. Et l'Ordre du Phénix est arrivé en renfort, où, pour la première fois, Lucius Malfoy a été pris en flagrant délit. Et cette fois, il n'a pas pu s'échapper. La famille Malfoy, pour la première fois,
est mis en disgrâce devant la société magique et la vérité sur eux est enfin révélée. La famille Malfoy a été discréditée non seulement devant la société des sorciers, mais aussi auprès de Voldemort. Lucius Malfoy et sa famille sont tombés en complet discrédit, et pour les punir, Voldemort nomme Drago Malfoy comme l'un de ses mange-morts et lui confie une mission impossible: tuer Dumbledore. Lorsque le ministère de la magie tombe et que Voldemort prend le pouvoir en établissant un gouvernement fantoche, Lucius Malfoy est libéré d'Azkaban. Mais il a perdu la position qu'il occupait parmi les mange-morts, et il était fréquemment humilié par Voldemort et les autres mange-morts. Malgré cela, il a ouvert sa maison comme quartier général pour les mange-morts, qui servait également de lieu de captivité pour leurs victimes enlevées. Pendant un bref moment, Lucius Malfoy a eu l'espoir de retrouver la faveur de Voldemort lorsque Harry Potter, ainsi qu'Hermione Granger et Ron Weasley, ont été capturés et emmenés au manoir des Malfoy. Il sombre dans le désespoir pour appeler Voldemort immédiatement, afin qu'ils soient ceux qui livrent Harry Potter entre les mains du Mage Noir. Mais évidemment, ils n'y parviennent pas, car une bataille éclate. Ils sont sauvés par Dobby, qui malheureusement finit par être tué. Pendant la bataille de Poudlard, Lucius Malfoy et Narcissa n'étaient pas du tout préoccupés par le camp qui allait gagner. Ils voulaient seulement retrouver leur fils Drago en vie. Lorsque l'on a constaté que Harry avait survécu une fois de plus à le sortilège de mort de Voldemort, la bataille a repris, mais Lucius Malfoy n'a même pas levé sa baguette pour se battre. Ils quittent le champ de bataille en plein combat pour retrouver leur fils. Et lorsque Voldemort est vaincu, ils s'en moquent. Ils restent assis à la table, sous le regard de tous, se serrant l'un contre l'autre. Et après tout cela, après la chute définitive de Voldemort, Lucius Malfoy a été arrêté, n'est-ce pas? Non, il n'a pas été arrêté, parce que Lucius Malfoy a passé un accord de collaboration avec la justice, dénonçant et identifiant d'autres mange-morts. Ils ont aussi considéré l'aide de Narcissa Malfoy à Harry, quand elle a menti à Voldemort en affirmant qu'il était mort après l'attaque dans la forêt. Cela a été vu comme une grande aide pour vaincre Voldemort. Donc, ajoutons-le à la liste. Waouh, quand Lucius arrive, la liste s'allonge, non? Corruption active, coercition, torture, assassinat, enlèvement, séquestration. Malgré tout cela, il est resté libre. Je suis d'avis qu'aucune collaboration avec la justice ne méritait de libérer Lucius Malfoy de prison. Il devait y rester, prison à perpétuité. Parce qu'il n'a rien changé à ses idées sur la pureté du sang, son idéologie de pureté, rien n'a changé. Et il ne faut pas oublier non plus le rejeton de Lucius Malfoy, n'est-ce pas? Drago, qui malgré tous ses échecs dans ses tentatives de devenir un mange-mort, a aussi contribué à augmenter le nombre de crimes dans le dossier de la famille. Même s'il n'a pas réussi à tuer Dumbledore, il a failli tuer Kate Abel et Ron Weasley. Et en plus de cela, il a permis l'entrée des mange-morts à Poudlard. On peut donc ajouter tentative de meurtre et meurtre prémédité car c'était planifié, pas accidentel. Conspiration, association de malfaiteurs et facilitation de crimes, puisqu'il a organisé l'entrée des mange-morts. Franchement, quelle famille, hein? Un exemple, c'est un exemple de famille, un exemple. Quelle famille soucieuse de l'éducation des enfants sorciers, hein? Il y a une réplique de Lucius Malfoy où il dit « Ma seule préoccupation était la sécurité de cette école. » Et les enfants, les nés moldus? Mais quel culot, n'est-ce pas? Enfin, ce sont là quelques-uns des crimes que nous connaissons de la famille Malfoy, n'est-ce pas? Parce qu'on ne connaît pas une partie d'entre eux qui vivaient en Normandie. Et il y a ces quelques noms connus sur 10 siècles. Eh bien, quelle petite famille! J'espère que cet épisode vous a plu. Commentez, laissez un like si vous avez aimé, partagez. Toutes les informations contenues dans cet épisode sont officielles. Elles viennent du texte sur la famille Malfoy et de quelques autres extraits, comme des notes du livre Les Contes de Biddle le Barde. C'est très simple à vérifier. Allez sur le site de Harry Potter, dans les archives de J.K. Rowling, et lisez le texte où il parle de ces personnes. Évidemment, beaucoup d'informations ici viennent aussi des livres eux-mêmes, donc si vous ne les avez pas lus, lisez-les, vous n'avez que des avantages à en tirer. Merci, on se retrouve dans un prochain épisode. Et d'ici là, méfaits accomplis.